Et il avait aussi mis au point ce qu'il appelait des germes tueurs de Kafir. Kafir, en afrikaans, signifie négro. C'était donc des germes qui étaient spécifiquement destinés à tuer seulement les Noirs. En d'autres termes, une arme biologique ethnique. Le projet Coast est-il vraiment allé aussi loin? Dès le début, la mise au point d'un moyen pour maîtriser la croissance de la population noire a été l'un des principaux domaines de recherche. Ces recherches se sont intensifiées à mesure que la population noire augmentait et que les soulèvements devenaient plus violents. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont commencé à travailler sur des modifications génétiques, à faire des recherches pour essayer d'élaborer des contraceptifs afin de stériliser les Noirs à leur insu. On a décidé de trouver des organisations qui pourraient nous aider sur le plan technologique. Il y en avait surtout au Royaume-Uni et en Amérique, et quelques-unes en Europe. On a été les voir, on leur a expliqué notre problème en leur indiquant de quelles informations on avait besoin. On en a obtenu quelques-unes, le reste on l'a acheté, emprunté ou volé. Curieusement, l'aide que nous avons reçue des Américains et des Britanniques était idéologique. Le gouvernement blanc d'Afrique du Sud a longtemps été condamné pour sa brutalité à l'égard de sa population noire majoritaire. Dans les années 80, ce régime d'apartheid a mis sur pied un programme bactériologique top secret, le projet Coast, dirigé par Wouter Basson, plus tard surnommé Docteur la Mort. Ce programme, qui avait pour but de mettre au point des armes pour assassiner les opposants à l'apartheid, a donné lieu à des expériences sur la population noire. Je retourne voir le député britannique Norman Baker. Peut-être a-t-il découvert un lien entre Kelly et l'Afrique du Sud au cours de sa propre enquête. Il y avait des relations entre le gouvernement britannique et le régime sud-africain. Et on peut se demander ce que le gouvernement Thatcher de l'époque savait exactement sur le projet Coast. S'il recevait des informations issues de ce projet, et même s'il le soutenait secrètement. David Kelly et Wouter Basson étaient clairement en contact depuis un certain temps. Quels étaient les liens entre David Kelly et le docteur Lamort? Et que penser des informations reçues par Dresch à propos d'un ancien chercheur du projet Coast qui aurait tenté de vendre aux États-Unis des stocks de bacilles du charbon et d'autres agents fabriqués à l'époque de l'apartheid? Est-il vrai que le bacille du charbon est en vente au marché noir? Pour le savoir, je dois aller en Afrique du Sud. Dans l'avion, je survole le pays où a pris corps ma hantise des armes biologiques. J'ai grandi en Rhodésie, une colonie britannique dirigée par sa minorité blanche. Quand j'ai eu 18 ans, dans les années 70, une véritable guerre civile faisait rage dans le bush. Les nationalistes noirs avaient pris les armes pour conquérir leur liberté. Les Blancs étaient déterminés à se maintenir au pouvoir à tout prix. En fait, nous refusions de laisser la Rhodésie aux mains de la majorité noire. Et il y avait une raison pour ça. Ce n'était pas juste du racisme. Nous avions vu s'effondrer des pays, de l'Ouganda jusqu'au Ghana. Toutes les colonies britanniques qui étaient devenues indépendantes avaient sombré dans l'anarchie. Il n'était pas question que ça arrive en Rhodésie. C'est moi, en 1977, quand j'ai rejoint les Selous Scouts. Jim Parker est un ancien membre des forces spéciales de l'armée rhodésienne, les Selous Scouts. Un régiment d'assassins d'élite, dont la mission est d'éliminer l'ennemi par tous les moyens. Jim Parker a écrit un livre dans lequel il révèle les activités secrètes de cette unité de lutte contre l'insurrection. Alors que les combats s'étendent et que les nationalistes noirs gagnent du terrain, les Selous Scouts se tournent vers l'utilisation d'armes chimiques et biologiques.
La première fois que j'ai entendu parler du bacille du charbon, c'était lors d'une mission à Wenki. Avec le médecin sur place à l'époque, on bavardait de choses et d'autres et il m'a dit « On a répandu le bacille du charbon dans la région de Nkayi et de Lupan. » En tout, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été contaminées cette année-là. Un chiffre sans précédent et qui n'a jamais été révélé. Aujourd'hui encore, beaucoup nient que l'épidémie de charbon en Rhodésie, la plus importante jamais observée, ait été provoquée délibérément. Jim Parker est le premier membre des Selous Scouts à admettre publiquement que cela a pourtant été le cas. Pour finir, toute la Rhodésie, qui s'appelle aujourd'hui le Zimbabwe, a été contaminée. En 1980, quand un accord négocié met fin à la guerre et donne naissance à la nation indépendante du Zimbabwe, les Selous Scouts se réfugient au sud. Tous les documents top secrets, tout ce qui concernait les Selous Scouts, ont été transportés ici, en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud devient le dernier champ de bataille de la suprématie blanche sur le continent africain. Et comme en Rhodésie, l'un des chapitres les plus sombres de l'apartheid est l'utilisation secrète des armes biologiques. Me voici dans la nouvelle Afrique du Sud. Les crimes du passé se sont effacés, mais ils n'ont pas été oubliés. Ma première tâche est d'essayer de rencontrer Wouter Basson. C'est la clé pour comprendre le rôle qu'a joué l'Occident dans les activités criminelles du projet Coast et ce que sont devenus les stocks de bacilles du charbon. Service des consultations, bonjour. Bonjour, Bob Cohen à l'appareil. Puis-je parler au docteur Basson? Il est avec un patient. Il peut vous rappeler? Le docteur Lamort ne s'est pas exprimé en public depuis plus de 5 ans. Ma démarche a peu de chance d'aboutir. Basson mène une vie bien rangée et ne paraît pas le moins du monde affecté par son sinistre passé. À l'époque de l'apartheid, Basson était le cerveau du projet Coast, qui s'inspirait de l'expérience rhodésienne. Caché derrière des sociétés écrans et des comptes offshore, soutenus par certains services secrets étrangers, les monstrueuses activités du projet Coast n'ont émergé qu'après la chute du régime blanc. I now declare that the hearing of the Truth and Reconciliation Commission is now in session. En 1996, la commission Vérité et Réconciliation est mise sur pied pour permettre aux victimes de l'apartheid de témoigner. Elle encourage aussi les anciens membres des services de sécurité à confesser publiquement leurs crimes en échange d'une amnistie. Les enquêteurs de la commission découvrent les documents secrets du projet Coast, dissimulés par Basson. Parmi les rapports de recherche sur lesquels les enquêteurs ont mis la main et qui faisaient partie des nombreux documents découverts en possession de Basson, certains rapports faisaient clairement état de recherches sur des toxines susceptibles d'être administrées à une personne pour la tuer, tout en restant indétectables. Il s'agissait de tuer les gens sans se faire prendre. Ils avaient conçu des armes mortelles, les gadgets classiques des espions, comme des parapluies à la pointe empoisonnée, projetant des capsules en polycarbonate qui libéraient un poison dans le sang de la victime, la tuant sans laisser de traces. Contrairement aux autres scientifiques du projet Coast, Wouter Basson refuse de témoigner. Vous ne voulez pas répondre. En 1999, il est traduit en justice pour répondre de 61 chefs d'accusation, dont meurtre, conspiration de meurtre, fraude, trafic de drogue et propagation volontaire d'une épidémie de choléra. Durant les 3 années de son procès, les témoins se succèdent pour décrire les horreurs commises par le projet Coast sous ses ordres directs.
Il est apparu lors des audiences qu'il était aussi lié à un réseau clandestin international bien plus trouble de trafic d'armes chimiques et biologiques. Le 22 avril 2002, au terme de 30 mois de procès, Basson est acquitté de tous les chefs d'accusation. Ma réaction a été la colère. Mais les Noirs dans ce pays ont tellement l'habitude, ils sont blasés. On le savait. J'ai parlé à des gens, et on savait que ça se terminerait comme ça, qu'ils n'iraient pas en prison. Themba Molefe a couvert le procès pour le Sowetan, le plus grand quotidien noir d'Afrique du Sud. J'ai été choqué par ce que j'ai appris. Les choses que Wouter Basson était capable de faire. Il me fait peur. Il joue les innocents. Mais pour moi, ce n'est qu'un masque. Bonsoir, docteur Basson. Bob Cohen à l'appareil. Je voudrais savoir si vous avez reçu mon mail. Nous avons demain et vendredi et samedi. Alors samedi peut-être. Est-ce qu'on peut essayer pour samedi? Qu'est-ce que vous diriez de samedi soir? Je vais voir comment se passe la journée pour décider d'une heure précise. Ok. L'attaque fait partie de la défense, il n'y a pas à tortiller. Si vous avez une maison que vous voulez protéger contre les cambrioleurs, vous construisez un grand mur avec une clôture électrique, vous mettez des Rottweilers dans le jardin, des barreaux aux fenêtres, une alarme dans la maison. Et si vous vous réveillez une nuit avec un voleur dans votre salon ou votre chambre, vous pouvez être sûr qu'il n'est pas là pour papoter avec vous. La seule façon de vous défendre, c'est l'attaque. Si vous êtes costaud, vous pouvez le tabasser, mais si vous faites ma taille, c'est le pistolet ou le couteau. Basson a toujours soutenu que l'autodéfense était l'unique motivation du projet Coast. Et pour se défendre, l'Afrique du Sud blanche disposait d'alliés puissants en Occident. On a décidé de trouver des organisations qui pourraient nous aider sur le plan technologique. Il y en avait surtout au Royaume-Uni et en Amérique, et quelques-unes en Europe. On a été les voir, on leur a expliqué notre problème en leur indiquant de quelles informations on avait besoin. On en a obtenu quelques-unes, le reste on l'a acheté, emprunté ou volé. Curieusement, l'aide que nous avons reçue des Américains et des Britanniques était idéologique. Vous connaissiez David Kelly? Je l'ai rencontré à 3 ou 4 reprises, purement dans le cadre d'un échange d'informations. D'après le peu que j'en ai vu, il m'a donné l'impression d'un homme intelligent, honnête, très attaché à son travail. Vous l'avez rencontré à Porton Down? Je ne peux pas vous le dire, mais je l'ai vu plusieurs fois. Basson aurait donc bien rencontré David Kelly, apparemment pour échanger des informations. Vous êtes allé à Porton Down et Fort Detrick? Oui. Vous pouvez m'en parler? Non, parce qu'après vous allez me demander par l'intermédiaire de qui, et pourquoi, et comment, alors que j'ai déjà assez d'ennuis comme ça avec les gouvernements britanniques et américains. Je vous dirais juste qu'on y est allé, pas du tout dans le but de nuire à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis,
Notre unique objectif était de voir ce qu'ils pourraient faire pour nous aider et d'améliorer notre propre programme grâce à leur savoir-faire. Professeure de sciences politiques à l'Académie navale des États-Unis, Helen Perkett, grande spécialiste du projet COAST, concède que les États-Unis pourraient avoir collaboré avec le régime sud-africain. L'administration Reagan avait une politique d'engagement constructif. Il est donc possible, je n'en ai aucune preuve, mais c'est plausible, qu'il y ait eu une coopération sur certains programmes, y compris le programme d'armement biologique, entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Mais c'est secret défense. Quel secret l'Occident peut-il cacher sur l'ampleur de sa collaboration au projet COAST? Je me tourne vers l'une des sources de Dresch, le journaliste d'investigation Sam Saul. Le projet sud-africain était bien commode, surtout les recherches sur le nec plus ultra des armes dont on pourrait se servir pour commettre des assassinats, en faisant en sorte que la mort ne paraisse pas suspecte. Peut-être bien que d'autres services secrets étaient intéressés par de telles armes, mais ne pouvaient pas faire les recherches eux-mêmes et se servaient de l'Afrique du Sud pour faire le sale boulot. Savoir si c'est le cas est une question qui reste ouverte. Mais beaucoup d'éléments indiquent que Basson a effectivement reçu l'aide des pays occidentaux. La visite de Larry Ford, par exemple. Larry Ford. Après l'envoi des lettres contaminées, Dresch avait demandé au Congrès américain d'enquêter sur Ford, un microbiologiste californien qui, selon lui, avait été consultant pour la CIA et le projet COAST. Dresch m'oriente vers une autre de ses sources, un agent de sécurité dans un studio de cinéma hollywoodien. Voici Irvine, Californie, un lieu où vos rêves deviennent réalité. Même vos cauchemars. Surtout vos cauchemars. Dans les années 80, Peter Fitzpatrick, informateur du FBI, s'était introduit parmi les proches de Larry Ford. Un matin, en 2000, il regardait la télévision. Le docteur Larry Ford et son associé étaient propriétaires de cette compagnie pharmaceutique à Irvine. Ils espéraient gagner des millions avec un suppositoire censé prévenir la transmission du sida. Il y a 2 semaines, tout a changé. L'associé de Ford, James Riley, a reçu une balle dans la tête dans le parking de la société. Il n'est pas mort et la police a axé son enquête sur Ford. Mais avant qu'elle ait pu l'interroger, celui-ci s'est suicidé. Les gens qui connaissaient Larry Ford dans le quartier ignoraient qu'il travaillait sur le programme bactériologique sud-africain. Il manipulait des agents chimiques et biologiques. Il faisait muter des germes. Il les avait perfectionnés à tel point qu'il n'avait pas d'antidote connu. Aucun antidote connu. Tout ça était chez lui et les policiers allaient fouiller la maison. Que faire? Fitzpatrick appelle la police pour la prévenir. Nous avons trouvé 20 à 30 petits bocaux et une bouteille d'1 demi-litre. Nous avons envoyé ces substances à un laboratoire pour des tests. Nous ne savons pas encore de quoi il s'agit. Sur quoi travaillait Larry Ford? Et pour le compte de qui? C'était un type merveilleux, complètement fou. Il débarquait en Afrique du Sud après avoir pris l'avion avec ses poches de pantalon pleines de petites fioles qui contenaient de nouveaux organismes capables, selon lui, de faire des choses merveilleuses. Larry Ford avait fait muter le choléra, la typhoïde, le charbon, le botulisme et la peste bubonique. Et il avait aussi mis au point ce qu'il appelait des germes tueurs de kaffir. Kaffir, en afrikaans, signifie négro. C'était donc des germes qui étaient spécifiquement destinés à tuer seulement les Noirs. En d'autres termes, une arme biologique ethnique. Le projet COAST est-il vraiment allé aussi loin? Dès le début, la mise au point d'un moyen pour maîtriser la croissance de la population noire a été l'un des principaux domaines de recherche.
Ces recherches se sont intensifiées à mesure que la population noire augmentait et que les soulèvements devenaient plus violents. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont commencé à travailler sur des modifications génétiques, à faire des recherches pour essayer d'élaborer des contraceptifs afin de stériliser les Noirs à leur insu. Toutes sortes de recherches qui, aujourd'hui, paraissent vraiment délirantes. On a parlé d'une arme ethnique sur laquelle travaillait le projet Coast, baptisé la bombe noire. Un projet génial, le plus amusant de ma vie. Tout cet épisode de l'arme ethnique a été parfaitement exposé lors du procès. En fait, nous avions pour objectif de synthétiser une certaine protéine présente dans le sperme à des fins contraceptives. L'idée était que si on pouvait immuniser une femme contre le sperme, on la rendrait stérile. Ces recherches nous ont été demandées par un autre pays qui avait un problème d'explosion démographique dans le cadre d'un échange de technologies. Ils nous ont donné certaines choses et nous ont demandé de faire ça pour eux. Je parviens à me procurer le dossier du FBI sur Larry Ford, mais bon nombre de pages ont été censurées pour des raisons de sécurité nationale. Cela laisse peu d'indices quant à son travail supposé sur une arme raciale et ses liens réels avec les renseignements américains. Les gouvernements britanniques et américains se sont donné beaucoup de mal pour faire disparaître les preuves du projet Coast. Ils ont fait pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elle détruise ses stocks d'armes biologiques et tous les documents s'y rapportant. Basson affirme que ces stocks ont été jetés à la mer. L'eau de mer a un tel pouvoir oxydant que tout disparaît très vite. On a tout lancé après plusieurs heures de vol, je ne sais pas exactement où, j'étais assis à l'arrière de l'avion, mais le pilote doit le savoir. À un certain moment, il a ouvert la porte, on a tout jeté et on est rentré. Dresch se procure un rapport top secret de l'armée sud-africaine au président Mandela, déclarant que les stocks du projet Coast ont été détruits. Mais il découvre aussi que quelques mois après l'envoi des lettres contaminées, un ancien scientifique du projet Coast, Dan Goosen, a tenté de vendre à Washington ces germes qui avaient été soi-disant jetés à la mer. Le deal, c'était que Goosen devait recevoir 5 millions de dollars et qu'il livrerait la cache secrète où se trouvent les stocks de bioarmement du projet Coast, parmi lesquels il y aurait environ 70 souches du bacille du charbon, dont plus d'une douzaine seraient extrêmement virulentes. Des tractations de haut niveau s'engagent avec des agents du FBI et de la CIA, puis s'interrompent au dernier moment. En utilisant Dresch comme source, Sam Saul révèle l'affaire en Afrique du Sud. La raison pour laquelle les Américains ont brusquement fait marche arrière n'a jamais été élucidée. Quand nous avons écrit l'article, nous avons appelé le FBI et la CIA, mais ils n'ont pas voulu faire de commentaires. C'était d'ailleurs assez amusant. Donc oui, il reste beaucoup de points d'interrogation. Dan Goosen accepte de me rencontrer dans un lieu public, mais refuse d'être filmé. Il m'explique qu'il ne pourra jamais me raconter toute l'histoire. C'est trop dangereux. Goosen a toujours la main sur la cache d'armes. Personne d'autre ne sait où elle est. Le gouvernement sud-africain a baissé les bras et ne fait rien. Elle est toujours là, quelque part. C'est une famille très soudée.
Ce petit jeu autour de l'anthrax, les Américains et les Britanniques y jouent ensemble. Et c'est prouvé. Tous les gouvernements trempent dans ces affaires louches. Et ils ne s'arrêteront pas. Pourquoi le feraient-ils? Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, ils sont mouillés jusqu'au cou. Les Américains sont mouillés. S'ils ne veulent pas se laisser distancer, ils sont obligés de garder tout ça. Lors de mon dernier jour en Afrique du Sud, j'étudie les archives du projet COAST et j'y trouve la trace de visites faites par des scientifiques sud-africains à des laboratoires biologiques privés et étatiques en Europe et en Amérique. San Antonio, la Nouvelle-Orléans, Jackson. Suis-je tombé sur la piste d'un vaste réseau qui manigance pour fabriquer une nouvelle génération d'armes biologiques? Parmi ceux que cette perspective inquiète, il y a le professeur Ellen Purkett. Je suis certaine que certains gouvernements continuent de mener des recherches dans ce domaine. Et que c'est sans doute ce qui nous attend à l'avenir, des armes biologiques capables de cibler certaines populations.